Quand on parle de philosophie des sciences, que faut-il entendre par là? Mon cher collègue ami, vous le savez aussi bien que moi. Mais puisqu'il est entendu que c'est moi qui dois répondre, la philosophie des sciences, c'est un nom traditionnel, mais la tradition est récente. Je crois que c'est une expression qu'Auguste Comte a employée pour la première fois dans la préface du cours de philosophie positive, et qu'en somme, philosophie des sciences, c'était, pour quelqu'un qui pensait que la métaphysique est une illusion dépassée de l'esprit humain, philosophie des sciences, qui était pour lui la seule philosophie, c'était en somme l'équivalent de ce que les philosophes allemands de la période post-kantienne ont appelé la Wissenschaftslehre, et qui est devenue, après un certain nombre de transformations, encore qu'aujourd'hui, on reparle, comme vous savez, de la théorie de la science, qui est devenue, dis-je, dans la philosophie française de style universitaire, la théorie de la connaissance. Cette philosophie des sciences, Auguste Comte l'avait conçue comme une sorte de systématisation, de synthèse des méthodes, sinon des doctrines, des diverses sciences qu'il avait distinguées dans sa classification. Et ce qui a progressivement déprécié ce concept de philosophie des sciences, c'est précisément cette ambition d'être de la part d'un philosophe, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'était pas le familier, le spécialiste de telle ou telle science, d'être, lui, philosophe en tant que tel. Celui qui donnerait à l'ensemble des sciences, dans leur union, un statut qu'il estimait à la fois différent de chacune de ces sciences par sa généralité, et que par ailleurs il ne concevait pas autrement que comme mettant en œuvre les mêmes qualités d'esprit, les mêmes méthodes, comme obéissantes à d'autres valeurs que les sciences elles-mêmes. Mais le mot épistémologie a-t-il le même sens que le mot philosophie des sciences? L'épistémologie, étymologiquement, c'est la théorie de la science. Et je crois que c'est d'abord le terme anglais qui désigne philosophie des sciences. Mais lorsqu'il est importé en France, il prend un sens légèrement différent. La philosophie des sciences était une ambition synthétique, totalitaire et par là même vouée à l'échec. L'épistémologie est une sorte de réflexion critique sur les principes, les méthodes, les résultats d'une science déterminée. Une épistémologie est spéciale, elle est régionale, dans la mesure où précisément elle est plus modeste, elle est plus efficace. Mais alors peut se poser la question de savoir quelle en est l'utilité, quel en est le sens. Faut-il qu'elle se borne à elle-même? Alors on peut penser qu'elle double inutilement la science. Faut-il qu'elle prépare une théorie de la connaissance? Alors, ce n'est pas sans danger. Quand on parle de philosophie des sciences ou quand on parle d'épistémologie, est-ce que ces expressions impliquent que le mot science reçoit, pour le philosophe au moins, un sens univoque? Bien, j'ignore si pour le philosophe que vous êtes, le concept de science a un sens univoque, mais je suis obligé de confesser que, non pas pour le philosophe que je suis, puisque je ne le suis pas, mais pour le professeur de philosophie que je fais profession d'être, le concept de science n'est pas un concept univoque si on se réfère aux méthodes et à l'objet des sciences. En ce sens, on ne peut pas donner de la science une définition qui convienne aussi bien à des disciplines formelles, comme les mathématiques, et à des disciplines
dont la signification est d'obtenir une sorte de mesure du réel extérieur, comme l'est la physique des gaz ou la physiologie de la respiration. D'une part, il y a des sciences qui n'ont d'autre souci que celui d'une conséquence à partir des principes qu'elles posent. Et d'autre part, des sciences qu'il faut continuer à dire expérimentales et qui sont des sciences de la preuve, des sciences du vérifiable. Alors, donner des unes et des autres une définition qui soit autre que verbale ou littéraire, mais qui ait valeur pour la discipline scientifique elle-même, ça ne me paraît pas philosophiquement utile, en ce sens que la philosophie ne peut pas fixer définitivement la compréhension d'un concept dont l'extension est mobile du fait même du progrès des sciences. Une philosophie des sciences sérieuse commencera donc par émietter ou dissoudre le concept de science. Une philosophie sérieuse, j'imagine que vous ne pensez pas qu'il existe des philosophies fantaisistes. Non. Bon, une philosophie sérieuse n'a pas besoin de le dissoudre, le concept de science, en ce sens qu'elle le trouve, aujourd'hui, elle le trouve déjà dissous, dispersé. Par conséquent, la philosophie peut simplement prendre acte de cette dispersion, et si elle entend se faire philosophie de la science, ne peut pas se faire, sous peine de se perdre dans les banalités ou dans les futilités, philosophie des sciences. Mais s'il faut perdre l'espoir de fixer le sens du mot science, ne peut-on espérer en tout cas en donner une définition différentielle? On peut donner une définition différentielle, et c'est la tâche même de la philosophie de proposer en quoi une activité comme la science, activité théorique ou de spéculation, se distingue d'une activité comme la fabrication des machines ou comme l'imposition à une collectivité humaine d'institutions juridiques, religieuses ou morales. Bien. Alors, je vais poser peut-être la même question, mais sous une autre forme, plus insidieuse, si vous le permettez. Peut-on continuer à opposer radicalement connaissances communes ou connaissances vulgaires, peu importe le terme, probablement inadéquat, et connaissances scientifiques? Vous me demandez si l'on peut continuer à les distinguer? Mais il faut plus que jamais les distinguer. Et d'ailleurs, en ce qui me concerne, et dussé-je vous scandaliser, je dirais, il n'y a pas de connaissance vulgaire. Est-ce que vous voulez dire que connaissance scientifique est une expression pléonastique? Connaissance scientifique est un pléonasme, comme connaissance vraie. Il n'y a de connaissance que si un ensemble de propositions concernant un objet reçoit le qualificatif de vrai ou de scientifique. Quant à la connaissance dite vulgaire, ou bien on entend par là la perception. Et la perception, ce n'est pas de la connaissance. La perception, c'est un mode concret de réaction de la conscience à l'expérience qu'elle vit. Ou, si vous voulez, plus scientifiquement, c'est un mode de réaction de l'organisme humain à son milieu. Quant à la connaissance, vulgaire, elle est vulgaire parce qu'elle est la vulgarisation de connaissances qui, autrefois, à tort ou à raison, ont passé pour scientifiques. La connaissance vulgaire, c'est un dépôt de ce qui a cessé d'être considéré comme scientifique. Mais aujourd'hui, où il n'y a véritablement de science que grâce à des théories mathématiques très subtiles et grâce à un appareillage expérimental très difficile à manier,
qui exige une grande préparation théorique pour être utilisé, dans ces conditions, plus que jamais, il y a coupure entre la connaissance scientifique et ce que vous voulez bien, ou je pense bien que ce n'est pas vous, ou que ce qu'on veut bien continuer à appeler la connaissance vulgaire. Pour prendre un exemple qui est bien connu des philosophes, Gaston Bachelard a montré en quoi la connaissance scientifique de l'éclairage électrique n'a aucun rapport avec la connaissance vulgaire de la même technique. Pour le vulgaire, ce qui éclaire, c'est ce qui brûle. Et on dit que la lampe électrique brûle. En réalité, précisément, toute la technique de l'éclairage électrique a consisté à empêcher un filament de brûler. Et c'est la raison pour laquelle on a fait le vide dans l'ampoule. Par conséquent, ici, la connaissance scientifique et la connaissance vulgaire sont radicalement opposées l'une à l'autre. Ah, mais au passage, vous avez tout de même dit quelque chose Qu'est-ce que j'ai dit? Qui m'étonne et qui, je le crains, va étonner encore plus ceux qui nous regardent et nous écoutent. Vous avez dit il n'y a pas de connaissance vulgaire, connaissance scientifique est un pléonasme, mais vous avez ajouté connaissance vraie et connaissance scientifique, c'est la même chose. Oui. Alors, est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas de vérité philosophique? Vous allez nous scandaliser, là. Oh, je ne pense pas que je vous scandaliserai, vous, personnellement. Mais je dirais, il n'y a pas de vérité philosophique. La philosophie n'est pas un genre de spéculation dont la valeur puisse être mesurée par le vrai et le faux. Alors, qu'est-ce que c'est, la philosophie? La philosophie, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle est vraie. Cela n'entraîne pas qu'elle soit un jeu purement verbal ou purement gratuit. La valeur de la philosophie est autre chose que la valeur de vérité, laquelle valeur de vérité ne peut convenir expressément que à la connaissance scientifique. Oui, mais tout de même... Tout de même quoi? Si l'on admet que le mot vérité ne convient pas univoquement à la connaissance scientifique et à la connaissance philosophique, oui. N'y a-t-il pas une cohérence philosophique qui pourrait, à son tour, être l'objet d'un jugement de vérité? Il y a une cohérence philosophique, mais elle n'est pas du même ordre que la cohérence scientifique. En mathématiques, la cohérence se définit à l'intérieur de conventions. Dans les sciences dites expérimentales, la cohérence se définit en fonction de règles, de descriptions et de mesures de phénomènes. En philosophie, il n'y a pas de convention et il n'y a pas d'objet spécifique de la philosophie. La cohérence philosophique, c'est autre chose. La cohérence philosophique, c'est l'essai pour faire tenir dans un ordre où chacune soit subordonnée aux autres, à sa place et selon sa valeur, toutes les visées propres de l'activité humaine. Voilà ce que c'est que la cohérence philosophique, selon moi. C'est la cohésion concrète d'un système à obtenir. Ce n'est pas la conséquence au sens mathématique du terme. Et par conséquent, je peux fort bien reconnaître à la philosophie une valeur de cohérence qui ne soit pas la valeur de vérité ni au sens formel ni au sens expérimental, bien entendu. Vous admettrez tout de même que si la philosophie ne reçoit pas en elle, en somme, la valeur de vérité, elle est la discipline qui assure la mise en place de cette valeur dans l'ensemble général des valeurs de la pratique de l'homme. Elle est la valeur de la valeur, la vérité de la vérité. Ah, je ne suis pas d'accord avec vous. Elle est la valeur de la valeur, mais précisément, elle n'est pas la vérité de la vérité. Un système qui relève du vrai ou du faux, comme la science, n'est pas lui-même tributaire, en tant que tel, de la valeur qu'il véhicule, si je puis dire. Par conséquent, dans la mesure où la philosophie essaie de retenir de la science ce qu'elle apporte de vérité pour la juger en la référant à d'autres valeurs que cette vérité elle-même, elle ne peut pas, elle, philosophie, être dite vraie.
Il existe tout de même un niveau du sens où la science a besoin de la philosophie. Il existe sans doute un niveau du sens où la science a besoin de la philosophie, parce que la science ne contient pas en elle-même une réponse à la question de son propre sens. La réponse à la question du sens de la science est la philosophie qui, je ne dis pas la fournit, mais qui est censée devoir la fournir. Et c'est sa force si elle y réussit, sa faiblesse si elle n'y réussit point. La science a-t-elle besoin de la philosophie? La science n'a pas besoin de la philosophie, si par la philosophie vous entendez ce que vous et moi, ce que les philosophes en général peuvent sécréter. Pour cette raison, qui maintenant ne peut être contestée par personne, c'est que c'est la science qui fait elle-même la philosophie dont elle a besoin. Dans la mesure où la science est un projet vers la vérité, elle fait elle-même la critique de ses fondements. Et c'est finalement elle qui surmonte ses propres difficultés. Les difficultés qui ont pu paraître à certaines époques du fait de ce qu'on a appelé des crises de fondement, des difficultés qui ont pu paraître des antinomies de caractère logique. Eh bien, ce sont les mathématiques, par exemple, qui ont résolu elles-mêmes les antinomies de la théorie des ensembles. C'est la physique aujourd'hui qui essaie de résoudre sur son propre terrain la question philosophiquement si mal posée de l'indéterminisme. Par conséquent, les sciences ne peuvent pas se passer de philosophie si par philosophie d'une science on entend la réflexion critique qui accompagne son développement et son progrès. Mais les sciences passent fort bien de la philosophie si par la philosophie on entend l'activité spécifique de gens qui se disent philosophes. La question traditionnelle, encore qu'elle ait disparu des programmes officiels, de la valeur de la science, vous paraît-elle conserver une signification? Je crois savoir effectivement que la question de la valeur de la science ne figure plus de façon explicite au programme officiel. Mais ça me paraît être purement et simplement parce que cette question a été vidée de la signification qu'elle pouvait avoir encore au moment où, en période de crise des mathématiques ou de crise de la physique, par exemple, lorsqu'au XIXe siècle, il a fallu incorporer la thermodynamique à la physique. Donc, je veux dire, cette question de la valeur de la science qui revenait à se demander si la théorie physique était véritablement la théorie du réel, ou bien si elle était purement et simplement le développement de certaines conventions. Eh bien, cette question a fini par disparaître fort légitimement des programmes, puisqu'elle est tout à fait dépourvue de sens. C'est le progrès même de la science qui apporte la preuve de la vérité de la science, c'est-à-dire de ce qu'on appelait la valeur. Alors, aujourd'hui, si on parle encore de la valeur de la science, ce n'est que sous forme de malentendu. Les gens se posent le problème de la valeur de la science parce qu'ils se posent le problème de la valeur de la science à l'âge nucléaire. Mais ça, c'est une question extrinsèque au problème autrefois classique de la valeur de la science qui concernait uniquement sa vérité. Vous dites que le progrès de la science a, par lui-même, apporté la preuve de la vérité du discours de la science. Comment l'a-t-il apporté, cette preuve? Il l'a apporté exactement dans la mesure où il n'y a pas de coupure entre un laboratoire au sens universitaire du terme et un banc d'essai industriel. Ce qui a apporté
la vérification de la science en tant qu'explication, c'est l'application. Par conséquent, c'est le fait que la science s'est prolongée naturellement en technique. Et dans la mesure où, par la science, on transforme le réel extérieur, on donne la preuve que l'explication qu'on en donne est véritablement accordée au réel. Vous mesurez la vérité de la science à son pouvoir de transformer le réel. Je ne mesure pas la valeur de la science à son pouvoir de transformer le réel. Je dis ceci. La science est une explication. Une explication doit être prouvée ou vérifiée. Eh bien, les applications techniques sont précisément des vérifications de cette explication. Alors, d'une certaine manière, la technique est la vérité de la science. Non, la technique n'est pas la vérité de la science. La technique, peut-être, a été et restera probablement encore en certains domaines une activité dont le développement obéit à d'autres exigences et à d'autres besoins que le besoin scientifique proprement dit. Mais dans la mesure où il apparaît à un moment donné que l'information d'une technique par la théorie conduit cette technique à une révolution qui lui donne désormais un pouvoir d'extension et d'expansion qu'elle n'avait pas lorsqu'elle était simplement spontanée, à partir du moment où la technique reçoit d'une science, même si la science est constituée indépendamment d'elle, le moyen de résoudre les problèmes qu'elle ne pouvait pas résoudre auparavant, c'est la preuve par le fait que la théorie scientifique a apporté à la technique une relation d'accord avec ce qu'on appelle le réel supposé extérieur.